Bonjour, bienvenue à tous pour ces 4e rencontres prévention santé de la Fondation Ramsay Santé avec aujourd'hui comme thème le harcèlement scolaire. Comment prévenir la spirale infernale, comment réaliser un bon état des lieux, ça sera notre première partie, et trouver des solutions pour lutter contre ces spirales infernales. Harcèlement scolaire, harcèlement en milieu scolaire, harcèlement de tout type qui menace aujourd'hui les jeunes à l'heure des réseaux sociaux. On déborde les frontières de l'école. Tout cela sera abordé dans la complexité du sujet, mais aussi, vous le verrez, avec beaucoup de notes d'espoir parce qu'il y a des initiatives, il y a des solutions et tout cela est déjà en bonne route. En tout cas, on peut le croire. Je vais tout de suite vous présenter nos différents intervenants de cette première table ronde, de cette première partie sur l'état des lieux. D'abord, ceux qui sont avec nous par les miracles de la technologie et des visios auxquels nous sommes désormais tous habitués. En distanciel, nous avons Éric Debarbieu qui va être le premier intervenant tout à l'heure, qui est un professeur spécialiste évidemment de cette éducation, de ces problèmes-là et qui a été aussi un acteur historique du mouvement. Il nous fera profiter de son expérience. Nous avons également en visio le docteur Jean-Luc Martinez, psychiatre qui tient un hôpital de jour pour adolescents. Donc lui, il est au cœur du problème, il est en première ligne, si on ose dire, face à ceux qui sont victimes du harcèlement scolaire. Et puis, maître Valérie Piot, avocate, elle, on a l'impression que les avocats, ils vont arriver plus tard dans la chaîne quand il s'agira de sanctionner, de trouver des solutions, de réparer. Et puis nous avons, en présentiel, sur le plateau, Justine Atlan, de l'association e-Enfance, donc très associée aussi à toutes les réflexions publiques qui sont menées sur ce sujet, et Erwan Balanant, député de la 8e circonscription du Finistère et qui, pendant ce quinquennat qui est en train de s'achever, a porté ce sujet. Mais nous allons commencer par vous rappeler deux choses. D'abord qu'il y aura des études qui vous seront présentées tout au long de cette matinée, réalisées par JAM, des questions qui ont été posées pour voir comment de l'intérieur on a la sensibilité de ce sujet. Donc on aura les questions de JAM et puis on aura vos questions, parce que vous pouvez poser des questions. Vous êtes nombreux à vous être inscrits pour suivre ces deux tables rondes. N'hésitez pas à poser des questions à nos différents intervenants. Et puis, avant de donner la parole à ceux qui vont expliquer ce sujet, nous aider à trouver des solutions, allons sur le terrain. Allons à la rencontre d'une proviseure, Christine Morales, chef d'établissement, l'établissement Paul-Éluard à Bonneuil-sur-Marne. Écoutons les paroles de la principale de ce collège. La prévention du harcèlement est un sujet qui nous occupe particulièrement depuis plusieurs années. Cette formation et cet accompagnement sont déjà très présents, mais sans doute serait-il intéressant de développer plus avant cette façon d'être avec nos élèves et de les accompagner. Je dirais qu'il faut tout conduire à la fois, c'est ce qui est peut-être le plus difficile, c'est-à-dire accompagner les élèves dans de la formation, accompagner les adultes également dans de la formation, en tout cas dans des temps possibles pour pouvoir être en mesure d'écouter les élèves qui sont les premiers concernés, et puis accompagner les parents pour ne pas se tromper de sujet, c'est-à-dire qu'effectivement il est très important de parler de harcèlement lorsqu'il s'agit de harcèlement, mais de parler de vivre ensemble lorsqu'il ne s'agit que de ça au départ. L'essentiel de leur vie sociale se situe ici, donc dans un relationnel qu'il convient de protéger, d'accompagner dès lors qu'il serait déviant de par la relation à l'autre très simple. On ne peut pas faire l'économie des réseaux sociaux dans l'école pour traiter du harcèlement ou des problématiques relationnelles parce qu'il interroge les situations et il interroge nos pratiques. Voilà. Donc il faut absolument qu'on se mette en situation de réfléchir à l'opportunité de trouver des actions de formation, des situations de vie qui permettent aux élèves de trouver toujours le moyen de dire avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'était le témoignage de Christine Morales, donc principale du collège Paul-Éluard à Bonneuil. Paul-Éluard, dont deux des nombreux recueils s'intitulaient « Liberté,
et courage. C'est peut-être des mots emblématiques pour le sujet que nous traitons ce matin. Éric de Barbieux, j'ai envie de vous demander une première réaction à ce que nous avons entendu. Le témoignage de cette principale qui montre à la fois sa pleine conscience du problème et néanmoins, notamment dans la dernière partie, face à cette nouveauté des réseaux sociaux, non pas une forme d'impuissance, mais la nécessité de mener d'abord une réflexion pour appréhender le phénomène. Vous qui avez suivi cette tragédie du harcèlement au milieu scolaire depuis des années, comment en avez-vous mesuré l'évolution? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus pessimiste ou plus optimiste qu'avant? Mais d'abord, peut-être réagissez à ce que vous avez entendu dans la bouche de cette principale. Écoutez, je pense qu'elle a dit des choses essentielles, c'est-à-dire à la fois la nécessité d'une vraie formation qui commence à exister mais qui n'est pas suffisante, la nécessité d'avoir des situations de vie, je dis bien de vie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir des programmes exceptionnels où on va parler du harcèlement, etc. C'est vraiment dans la vie de tous les jours. Quand j'avais terminé les assises nationales contre le harcèlement, c'était en 2011, donc ça commence à remonter, c'était Luc Châtel qui était ministre à l'époque, ou quand j'avais suivi ensuite avec d'autres ministres, d'un autre bord politique d'ailleurs, j'avais toujours cette idée que c'est très important, le harcèlement prend tout son temps, il faut donc prendre tout le temps du harcèlement. C'est pas quelque chose d'en plus, c'est quelque chose qui nécessite d'être dans la vie de tous les jours. Et ce qui a été dit est juste. Alors après, dans la vie de tous les jours, il y a maintenant les réseaux sociaux. C'était un peu moins vrai, évidemment, au début des années 2010, je crois qu'on avait déjà beaucoup parlé, mais comment vous dirais-je, c'est pas pour ça que je serais ni plus pessimiste, ni plus optimiste. À la limite, un petit peu plus optimiste. Pourquoi? Parce qu'avant, on n'en parlait pas du tout. Alors maintenant, le harcèlement, on a l'impression que ça monte, que ça gonfle, que c'est quelque chose qui devient totalement épouvantable. C'est épouvantable, mais ça ne gonfle pas, ça ne monte pas. Je pense que Justine Attier aura des choses très intéressantes à dire là-dessus. Depuis le temps qu'on travaille ensemble, on se connaît bien. Mais c'est l'idée qu'il se rajoute, je dirais, une arme supplémentaire au niveau des harceleurs qui vont beaucoup plus vite, du coup, sur la difficulté à vivre. Mais c'est pas pour ça qu'il y a une augmentation du phénomène. Je dirais que ce qui est sain maintenant, c'est qu'on en parle. Avant, c'était quelque chose qui était effectivement complètement ignoré. On dit souvent que la France a eu du retard là-dessus. C'est vrai, mais il y a d'autres pays qui ont du retard. Et quelque part, du coup, on peut profiter aussi des travaux qui ont été menés à l'étranger. Voilà ma première réaction, si vous voulez. Si cette arme supplémentaire des réseaux sociaux est inquiétante, c'est peut-être parce qu'elle est plus virulente. Elle peut en quelques minutes mobiliser contre le harcelé des dizaines de milliers d'individus, pas seulement les copains de collège. Alors, là-dessus, je me méfie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de dizaines de milliers d'individus. Oui, sur certains cas qui sont tout à fait exceptionnels, et encore. Mais il ne faut pas oublier, tous les travaux le montrent, entre autres ceux de Catherine Blaya, qui montrent très bien que les agresseurs sont, mais dans leur immense majorité, probablement plus de 80% de toute manière, et dans les 20% qui restent, il y en a certainement encore qui sont les mêmes, sont des amis de cours de récréation, des amis du collège, des amis du lycée ou même de l'école primaire. Là, actuellement, je travaille sur des écoles primaires où je vois des phénomènes de ce type en CE1, CE2. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Donc, ça reste quand même une affaire qui est dans le cercle scolaire. Alors, je parle moi pas de harcèlement scolaire, je parle de harcèlement en milieu scolaire qui peut être exercé éventuellement à l'aide, si j'ose parler d'aide, donc des réseaux sociaux. Mais sachons aussi, donc, raison garder et surtout rester dans les limites de ce phénomène qui sont beaucoup moins, allez, ça part sur le web partout et on va avoir droit à donc des horreurs avec des dizaines de milliers d'individus. Non, je pense que là, on serait dans l'exagération de penser ce genre de choses. L'administration, tous les acteurs de l'intérieur du système scolaire, est-ce que vous les voyez aussi évoluer dans le bon sens en termes de mobilisation? On a l'impression qu'il y a beaucoup de mobilisation en périphérie, des associations, des acteurs de la vie civile, les parents, mais que la machine éducative n'est peut-être pas à la hauteur du fait qu'on en parle autant. Mais écoutez, je pense qu'on est dans une contradiction majeure. C'est-à-dire qu'il s'agit là, je dirais presque d'une question du sens même de l'école. Si on est dans l'idée que l'école, c'est là, et j'en suis d'accord, pour enseigner, transmettre des connaissances ou construire, co-construire des connaissances, j'en suis d'accord. Mais où ce serait quelque part le reste, ce serait peu important ou ce serait secondaire par rapport aux missions de l'école, aux missions éducatives. Là où on n'a pas assez avancé, je pense, en France, mais ce n'est pas simplement le monde scolaire, c'est aussi la manière dont on considère le sens même de l'école, c'est de penser que prendre soin du bien-être des élèves, les écouter, c'est quelque chose de... Allez, c'est bien, il faut le faire, bien sûr,
Mais ce n'est pas secondaire, c'est quelque chose qui doit se mener en parallèle, en même temps que la transmission des connaissances. Et de ce côté-là, on est encore, et en France plus qu'ailleurs, je pense, très clivé entre, allez, on va dire, les pédagogues et les anti-pédagogues. Et ça, c'est une catastrophe existentielle, je le dis bien, dans les écoles, et pour cette prise en compte donc du harcèlement. Avec juste une petite phrase, le problème, c'est que du coup, on va se dire, bon, bah, c'est pas à moi, prof, de traiter les choses, c'est pas... Non, il faut des spécialistes. Alors les spécialistes, ça peut être le CPE ou le proviseur ou le principal ou la directrice d'école d'ailleurs, à qui on va déléguer le sale boulot, ou ça peut être, on va tout attendre d'un programme miracle qui vient de l'extérieur, qui du coup va traiter les choses. Et là-dessus, on n'a pas assez avancé sur une vision véritablement systémique du problème du harcèlement qui nécessite bien plus qu'un programme futile, excellent d'ailleurs, mais qui ne changera pas les choses en profondeur. C'est une remise en cause globale de ce qu'est le sens de l'école, mais aussi de notre vie d'adulte. Quand la société française est une société qui a comme argument électoral le rejet de l'autre, alors il ne faut pas être étonné s'il y a des conséquences dans les cours de récréation. Merci. Merci pour cette première réaction. On va revenir évidemment vers vous après le premier tour de table. Vous parliez de ceux vers qui on peut se tourner, comme si on attendait de l'extérieur un salut. L'un des interlocuteurs possibles, ça peut être le médecin, le psychiatre. Je vais vous passer la parole, Jean-Luc Martinez, vous qui êtes dans l'intervention après le harcèlement. Mais regardez cette première question JAM et regardez les réponses étonnantes qui ont été faites. Si tu assistes à un harcèlement scolaire, à qui t'adresses-tu en premier? Eh bien, les jeunes interrogés répondent qu'ils s'adressent d'abord à l'entourage direct, la victime, le harceleur, les potes de la victime et du harceleur qui sont souvent les mêmes. L'idée de se tourner vers la direction de l'école, les profs, eh bien, ça vient après. Vous qui, en hôpital de jour, recevez les adolescents hors du milieu scolaire, qui viennent vous parler de ce qu'ils ont subi, est-ce que vous les sentez emprisonnés dans cet écosystème, ce petit monde, ce microcosme qu'est l'école? Moi, je rejoins tout à fait ce que disait M. de Barbieux. C'est la question de la vie scolaire, c'est pas effectivement que l'apprentissage. Par définition, l'enfant est en développement, donc l'école, c'est vraiment le lieu du développement de la vie sociale et surtout de la construction d'identité. Donc, du coup, la perception assez rapide, finalement, qu'un enfant est en souffrance dans ses relations sociales, du fait d'un harcèlement, permet effectivement de prévenir quelque chose. Et la parole se délie pas. On voit bien que les adultes sont pas vraiment des personnes ressources, que ce soit les professeurs, les parents. Il y a quelque chose qui fait que l'enfant ne se tourne pas vers l'adulte. Essentiellement, il y a un autre questionnaire où il mentionne que finalement, ce qui semble le plus grave, c'est la violence psychologique et les séquelles. Le fait que l'enfant vive seul, quelque part, une souffrance liée à un harcèlement, le fait que son vécu ne soit pas relayé, ne soit pas pris en compte, ne soit pas reconnu, est quelque chose qui a une incidence très importante finalement dans le développement d'identité, parce que ça crée des sentiments de honte, de culpabilité. L'enfant ne reconnaît pas de suite finalement qu'il est harcelé. Quelqu'un disait dans son commentaire que la différence finalement entre le harcèlement psychologique et le harcèlement physique, c'est le harcèlement physique, ça se voit, je sais, on me donne un coup, je sais qu'on me fait mal. Dans le harcèlement psychologique, je peux ne pas m'apercevoir qu'on me fait mal, et je peux me dire que ce qui se passe, j'en suis quelque part un peu la cause. Et plus l'enfant reste seul dans cette dynamique, plus forcément il construit dans la relation à lui-même quelque chose de négatif, et les conséquences après, effectivement, dans sa vie sociale, dans sa vie relationnelle, seront importantes. Voilà. Dans la question Jeanne que vous évoquiez, la deuxième, il y a un chiffre qui m'a surpris. 11% des jeunes disent que ce qui les marque le plus dans le harcèlement, c'est que ça ne s'arrête jamais. Or vous, je crois que vous recevez parfois des adolescents dont le harcèlement date d'il y a longtemps. Ils ne viennent pas vous voir juste après un événement. Cette durée du harcèlement, est-ce qu'elle est importante dans le traumatisme causé? Plus ça dure, plus ça fait des dégâts. On peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire plus ça dure, c'est-à-dire sans être reconnu, plus quelque part ça fait des dégâts psychologiquement dans la construction de l'identité du jeune. Il y a effectivement le problème de la passivité des adultes. On voit bien qu'ils mettent en troisième position aussi le fait que les adultes sont passifs. Alors je rejoins aussi M. de Barbieux. Les adultes. L'école, c'est un peu le... Ils ne vont pas voir les adultes.
Ils vont pas voir les adultes, oui. Et ça pose la question de la crédibilité des adultes. C'est ce que disait un petit peu Monsieur de Barbieux tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond, l'école, il s'y passe ce qui se passe dans la société. Et les adultes sont des images d'identification, en quelque sorte. Ils assistent aussi à ce qui se passe dans la société. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être inquiétant, c'est la perte de crédibilité des adultes comme personnes ressources et pouvant intervenir pour réguler, finalement, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et c'est vrai qu'il est assez frappant dans ma pratique de constater qu'on a très peu de demandes directes consécutives à un harcèlement qui vient de se dérouler. C'est par contre quelque chose qu'on retrouve de façon maintenant quasi systématique dans les antécédents des jeunes qui viennent nous voir. Je voudrais souligner quand même que le harcèlement aussi touche les personnes vulnérables. Celui qui se défend, celui qui sait réagir, les conséquences psychologiques sont moindres. Celui qui est vulnérable, qui est déjà peut-être dans une certaine singularité, dans une certaine difficulté à se lier aux autres, ben celui-là, effectivement, il va cheminer tout seul, il va renforcer son isolement et son repli, et là, les conséquences psychologiques seront importantes. Oui, on voit qu'il y a une inégalité des jeunes face au harcèlement. Il y a ceux qui sont plus fragiles, plus victimes. Quand ils viennent devant vous, est-ce que la parole se libère facilement ou est-ce qu'ils sont, comme à l'école, comme en famille, un peu verrouillés parce qu'ils ont un peu honte de ce qui leur arrive ? La situation est un peu singulière parce que quelque part, quand un enfant ou un adolescent vient nous voir, on est dans une relation un peu directe. Souvent, c'est demandé par la famille ou c'est plutôt provoqué par une situation. Et c'est pas forcément à lui de faire la démarche. Donc, il suffit de créer un espace bienveillant pour que effectivement la parole puisse se délier. Ça peut prendre plusieurs rendez-vous, mais disons que là, on n'est pas finalement dans un cabinet de psychiatre, forcément in situ, dans la vraie vie, avec les adultes qu'on côtoie tous les jours, etc. Donc ça décale un petit peu effectivement le positionnement et ça permet quand même effectivement de délier plus facilement la parole. Merci beaucoup, docteur. On va revenir vers vous dans le tour de table ensuite avec toutes les questions. Justine Atlan, à la tête de e-enfance, vous avez particulièrement regardé cette bascule numérique, en fait, ce fléau, comme tous les autres aspects de notre vie quotidienne, est passé dans le numérique. Est-ce que vous partagez ce que disait Éric de Barbieux, c'est-à-dire ce n'est pas un changement quantitatif forcément spectaculaire, mais ça rend peut-être le problème plus virulent, ou est-ce qu'on a complètement changé de nature ? Non, je pense que c'est un lieu supplémentaire en fait, dans lequel le harcèlement entre élèves se produit. Il n'y a pas que l'école, il n'y a pas que la classe, il n'y a pas que les couloirs. Déjà, de toute façon, le harcèlement scolaire, je suis d'accord avec Éric, on dit plutôt à l'école ou entre élèves, il se produisait déjà en dehors de l'école. Il se produisait sur le trottoir devant l'école, il se produisait pour certains dans le bus pour aller à l'école. Donc ça, c'était déjà le cas. Donc maintenant, il se produit aussi dans un autre lieu où les élèves continuent à être en relation, c'est-à-dire le numérique. Ce qu'on constate, en fait, quand on fait des études, on en a fait une l'année dernière avec l'Institut Opinionway, c'est qu'on arrive à peu près au même pourcentage d'élèves qui disent être cyberharcelés ou être harcelés. Déplacement, élargissement du territoire. On reste effectivement, comme l'a dit très bien Éric, on reste à peu près à 12%. Alors vous allez trouver 12, 13, 14, mais on est dans la même ordre de grandeur. Donc en fait, ça n'est pas, il n'y en a pas plus, c'est juste que c'est un lieu supplémentaire d'expression malheureuse de ce comportement humain. Effectivement, le drame, je trouve, c'est que ce chiffre ne diminue pas, parce qu'en fait, ce chiffre, c'est le même qu'on donne depuis 10 ans. Alors, sur le cyber, en l'occurrence, on le voit plus, mais de facto, on est toujours dans la même ordre de grandeur. Je suis ravie qu'on se satisfasse de ça, mais moi, je trouve ça terrible que ça fasse 10 ans qu'on se préoccupe du sujet et que ça ne baisse pas. Ça ne baisse pas, mais est-ce qu'on peut espérer qu'il y en a moins qu'avant dans les lieux classiques, école, bus, cours d'école, non. Et ils ont été remplacés? Non, pas du tout. On n'a pas gagné sur le terrain physique. On n'a rien gagné. On a juste un lieu supplémentaire où ça se voit. Alors ça se voit plus peut-être parce qu'effectivement, comme on le dit, le seul avantage du cyberharcèlement, c'est qu'il y a des traces écrites puisque ce sont des messages, ce sont des photos, ce sont des vidéos. Donc c'est vrai que ça donne enfin des moyens aux élèves et aux familles de pouvoir amener des preuves déjà à l'école pour dire regardez ce qu'on dit à mon enfant, regardez comment on se moque de lui, comment on l'humilie, etc. Ce qui était très difficile à expliquer quand ce sont ce qu'on appelle des micro-violences, c'est-à-dire des petits gestes, des petites choses cachées
dans le couloir, à la cantine, que personne ne voit et qui sont très difficiles à prouver. Donc ça, c'est vrai que je dirais que c'est la valeur ajoutée du cyber, mais pour autant, ça n'a pas remplacé, c'est juste un lieu supplémentaire du même phénomène qui se répand en fait dans d'autres zones d'action. Mais il y a aussi un avantage du cyber qui est non seulement la preuve, mais qui est un lieu pour des enfants qui sont victimes d'expression, de partage avec d'autres qui vivent la même chose. Donc le numérique, contrairement aujourd'hui à ce que propose l'école, permet quand même aussi un lieu un peu de résilience, si vous voulez. On le voit sur des combats autres, et ça, c'est quand même une valeur ajoutée aussi du numérique. Et est-ce qu'il y a dans ce monde numérique une prise de conscience des deux acteurs, l'éducation nationale, est-ce qu'elle s'empare de ces outils pour détecter et agir, et les opérateurs, qui sont quand même responsables de la plateforme qu'ils offrent? Alors, ce sont deux sujets qui n'ont strictement rien à voir, effectivement. Ce sont deux mondes différents. Ce sont deux mondes très différents. C'est vrai que l'éducation nationale, comme je vous l'ai dit, peut aller chercher des preuves, en fait. Enfin, oui. Peut aller, effectivement, être confrontée à des éléments tangibles. Et parfois, il voit des choses, effectivement, se passer sur les réseaux. Enfin, il ne le voit pas, en réalité. Hein. C'est toujours des élèves, à un moment, qui vont le rapporter, parce qu'ils n'y sont pas, ils ne le voient pas. Mais ce qui est normal, c'est un lieu pour les jeunes. Donc, c'est vrai que maintenant, ils n'agissent pas sur les réseaux, parce qu'ils n'ont pas forcément vocation à agir sur les réseaux. Ce qu'on demande à l'école, c'est d'agir entre les élèves qu'elle a sous sa responsabilité X heures par jour, toutes les semaines, pour qu'effectivement ces comportements-là cessent partout, y compris en ligne. Maintenant, les réseaux sociaux, les plateformes du numérique, effectivement, ils n'ont pas été très actifs pendant très longtemps dans la prévention. Nous, on travaille avec eux dans le signalement. Donc, c'est vrai que quand on leur signale, ils sont extrêmement réactifs. Nous, dans l'heure qui suit, quand on leur signale un élève cyberharcelé, ils suppriment le compte, les propos, les contenus qui sont effectivement coupables de harcèlement. C'est nouveau quand même. Donc, il y a 5 ans en arrière, on n'aurait pas eu ce réflexe-là. Alors, pour nous, ce n'est pas nouveau, mais pour ceux qui font appel à nous, qui ne connaissaient pas, effectivement, c'est nouveau. C'est pour ça qu'on est devenu récemment un numéro national court, le 3018, sur lequel, effectivement, tous les parents et les élèves peuvent nous appeler, nous contacter, et on va pouvoir faire supprimer en ligne les phénomènes. Combien de temps ça prend? Mon enfant est harcelé, il me le dit. 1 heure. 3018, j'appelle, une heure après. 1 heure. Les établissements travaillent avec nous, 1 heure. On s'est occupé de la jeune Mila il y a 1 an et demi. C'est nous qui avons été les premiers à la prendre en charge dans un phénomène de harcèlement très particulier, évidemment, parce que ça, c'était pas du tout des élèves, mais néanmoins, on a pu mettre ça à disposition, et c'est pour ça qu'on est partenaire de l'Éducation nationale là-dessus. Donc, il y a une vraie réactivité sur le signalement. Maintenant, ce qu'il faut, effectivement, c'est que les réseaux sociaux soient plus proactifs dans la prévention, et aussi, parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui. On sait relativement bien en ligne, en réalité, et je dirais même quelque part mieux, quand on signale, réagir. Le problème, c'est à l'école, quand on signale, comment ils réagissent, pour l'instant encore assez mal, et effectivement, surtout, le vrai problème dont on va parler, et dont Erwan, notamment Balano, va parler, c'est la prévention. C'est comment faire en sorte que ces phénomènes n'arrivent pas, et quand ils émergent, qu'ils soient immédiatement pris en charge pour pas que ça dure, comme l'a dit effectivement le professeur Martinez, parce que quand ça dure, ça s'appelle du harcèlement, et c'est totalement traumatisant. Kevin nous pose une question, il se demande si ce surgissement sur les réseaux, diffusion large de contenu lié au harcèlement, finalement, ça ne va pas nous offrir aussi une sorte de base de données, une opportunité d'appréhender le phénomène et donc d'affiner nos outils de réponse. C'est vrai. Mieux voir toutes les techniques des harceleurs. Encore une fois, c'est vrai que c'est un peu un effet loupe. En réalité, on accable beaucoup les réseaux sociaux. Il y a des raisons très fortes de le faire, mais par ailleurs, c'est quand même un lieu en fait qui a un effet loupe sur la société. C'est-à-dire qu'on voit de façon très flagrante, on ne peut plus détourner le regard, de façon massive, effectivement, des phénomènes de société qui existent depuis très longtemps, de violence, de harcèlement, etc. Mais là, on ne peut plus ne pas les voir. Ils sont flagrants, ils sont viraux, ils sont massifs, et effectivement, on nous les met sous la figure. Donc, on est bien obligé de les prendre en compte. Donc, et on voit la typologie. Voilà, donc c'est vrai qu'en plus, on a des acteurs du numérique qui sont parfaits pour ça, qui effectivement peuvent saisir à la virgule près la typologie de nous tous internautes et nous cibler parfaitement. Donc ça permet effectivement d'avoir des données très importantes, très intéressantes. Mais encore une fois, charge à nous d'en faire quelque chose, parce que si on ne fait que regarder et qu'on n'en tire aucune conséquence pour prévenir ou agir, on aura juste un beau paysage, mais qui ne servira pas à grand-chose. Eh bien, quand on aura le paysage, on pourra voir comment armer les jardiniers. Ça sera déjà quelque chose d'un progrès. Cultiver notre jardin. Erwan Balanant, à l'Assemblée nationale, vous avez pris ce dossier à bras-le-corps. On vous doit un rapport que vous avez remis au Premier ministre à l'automne dernier. On vous doit une proposition de loi au printemps. Une première question. Entre le député qui arrive en 2017 et qui prend ce dossier et l'homme d'aujourd'hui que vous êtes, est-ce que vous êtes plus optimiste, plus pessimiste? Est-ce que la situation est pire ou meilleure que ce que vous pensiez trouver? Je ne sais pas si je suis plus optimiste ou moins optimiste. Ce qu'il y a, et M. de Barbieux l'a bien dit, c'est qu'il y a une prise de conscience, et on lui la doit d'ailleurs. Et moi, je lui rends hommage, parce que c'est lui qui, dès 2010, a mis la chose dans le débat public. Avant, il y avait quelque chose qui était... Ça n'existait pas, on le mettait un peu sous le tapis, cette question du harcèlement. Donc, il y a une prise de conscience depuis maintenant 10 ans. Et c'est vrai qu'en 10 ans, on pourrait se dire qu'entre la prise de conscience et aujourd'hui, on pourrait avoir fait beaucoup mieux.
Et moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Moi, ce que je constate, c'est que la question du cyber est assez problématique parce qu'il y a une violence quand même. Il y a des effets de levier sur le cyber. Pour les enfants, il y a une impossibilité d'avoir du répit, par exemple. Un enfant qui est cyberharcelé, quand il se retrouve le soir dans sa chambre seul, il continue à être cyberharcelé et continue à recevoir des notifications. Donc, charge d'ailleurs aussi aux parents d'apprendre à leurs enfants de mettre le téléphone et pas de le rentrer dans la chambre, par exemple. Ils n'arrivent pas à créer une distance, ce n'est qu'un écran, on ne va pas les frapper, il n'y a pas d'écrit. Et Justine l'a dit, c'est aussi un lieu de sociabilité nouveau pour nos enfants. C'est un lieu important pour les enfants. Moi, j'ai une fille de 11 ans et je vois bien, même si je contrôle énormément, elle a juste un compte réseau qui est contrôlé avec des copines directes, mais c'est un lieu où ils discutent et c'est un lieu où ils apprennent aussi des choses. Donc on peut pas les bloquer complètement. Donc il faut qu'on ait un travail et moi je pense qu'il faut qu'on ait une stratégie nationale et qu'on décide aujourd'hui que la question du harcèlement scolaire et du harcèlement entre pairs et du cyberharcèlement soit quelque part une cause nationale et qu'on mette le paquet sur des politiques publiques qui certaines en sont déjà engagées, mais qu'on les massifie, qu'on les intensifie. Et tant qu'on ne fera pas ça, on va rester dans ce 12-14%, on va s'en satisfaire, mais on ne peut pas s'en satisfaire parce que tout ça, c'est ce qu'on veut comme société après. Et moi, en tout cas, personnellement, je veux une société de l'empathie, je veux une société de la bienveillance. Et si les enfants ne l'apprennent pas au plus tôt et ne sont pas formés à ça, c'est sûr que tous ces phénomènes, ils vont se continuer. Moi, comment je suis venu à la question du harcèlement scolaire ? Je suis venu à la question du harcèlement scolaire en travaillant sur la question du harcèlement et de l'outrage sexiste. Et je suis remonté la pelote et puis je suis arrivé à l'enfance. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais c'est pas possible il y a trop, ça commence là, et c'est là qu'il faut travailler. Donc voilà. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on définisse un interdit clair et qu'autour D'où la loi. D'où la loi. Mais la loi, elle a plusieurs volets. Il y a des volets préventifs, des volets d'accompagnement des victimes sur la question de la sécurité sociale et de l'accompagnement des victimes via la sécurité sociale quand ils ont été définis victimes. Mais moi, ma conviction, c'est qu'il faut qu'on ait une stratégie nationale. Cette stratégie nationale, elle s'articule autour de la définition d'un interdit, une définition claire, précise de ce qu'est le harcèlement entre pairs et le harcèlement scolaire. Et autour de ça, on a des politiques publiques, mais qui sont des politiques publiques qui doivent être menées en interministériel. Ça ne peut pas être que l'éducation nationale. Je pense qu'il faut qu'on sorte du silo éducation nationale. Elle a son rôle important, mais c'est un travail collectif commun qu'on doit faire. C'est l'intérieur, c'est la justice? C'est tout le monde. C'est l'intérieur, c'est la justice, c'est la santé, c'est la protection de l'enfance, c'est le sport, c'est tout ça. Et tout ça ensemble, on en fait une cause nationale, on en fait un grand objectif de diminution drastique du harcèlement et d'avoir un projet de société qui est basé sur l'empathie, l'écoute de l'autre. Qui dit loi, qui dit interdit, dit punition. Comment punit-on ? Là, moi, je pense que quand on est obligé de punir, c'est que c'est déjà un échec. Bien sûr, mais s'il y a un harceleur qui est identifié, comment le sanctionner? Est-ce qu'il faut le sortir de son école, comme ça peut être pratiqué? Est-ce qu'il faut le... Il y a différentes choses, et là, moi, je laisserai plutôt les spécialistes des pédagogues. Moi, je vous dis, on fait un délit de harcèlement scolaire, je le propose. Il a des peines de prison et d'amende, mais c'est parce qu'on est obligé de respecter le quantum des peines du code pénal. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut qu'il soit traité dans la discipline scolaire le plus tôt possible. Là, il y a déjà un décalage. Là. Évidemment, le législateur fait des lois et parle de prison, et on sait que ce n'est pas là que ça se joue. Mais c'est pas ça. Mais moi, je suis obligé de le faire, mais ce n'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est de définir le pivot d'une politique nationale massive sur le sujet. Et ça, le code pénal, c'est la définition des interdits, et c'est pour ça qu'un délit, pour moi, de harcèlement scolaire permettrait d'avoir ce levier. Je conclus en disant juste, on l'a fait pour le harcèlement moral au travail. Le harcèlement moral au travail, il n'y avait pas de délit de harcèlement moral au travail dans le code pénal, jusque dans les années 2000. Et le législateur a trouvé intéressant de se dire qu'on fait une définition du harcèlement moral au travail dans le code du travail, et on en fait le pendant dans le code pénal. Et moi, je propose exactement la même chose, une définition précise qui sans doute a travaillé avec les experts, avec M. Debardieu, avec les autres, du harcèlement entre pairs à l'intérieur de l'école et dans le milieu scolaire, et on le décline dans le code pénal. Et ça a plutôt marché pour le harcèlement moral au travail, les entreprises ont... Et c'est pour ça que moi je le propose, et qu'on ait cette politique, ce grand choix de société de combattre le harcèlement, et en réalité, au-delà de combattre le harcèlement, de construire une société de la bienveillance et de l'empathie.
Merci beaucoup. Valérie Piot, vous qui êtes avocate, ça doit vous parler, une loi, des sanctions, peut-être des procès. Est-ce que c'est une solution qui vous agrée? Et comment, en tant qu'avocate, vous pourriez intégrer cela à quelqu'un qui viendrait vous voir en disant « Voilà, mon fils a commis un harcèlement à l'école, il va devoir répondre de ses actes, défendez-le ». Alors moi, d'un point de vue pratique, comme je suis avocate spécialisée en droit de l'éducation, je défends à la fois des victimes principalement, mais également effectivement des enfants qui sont accusés de harcèlement scolaire et qui vont par exemple passer au conseil de discipline. Et en fait, moi, je vois les dysfonctionnements du système parce qu'effectivement, on a déjà tout un arsenal et dans le code de l'éducation et dans le code pénal. Mais ce que disait très bien Monsieur de Barbieux, la question c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie quotidienne de l'élève à l'école. Et donc, quand les familles viennent me voir, en général, elles ont déjà pris un rendez-vous avec le chef d'établissement ou la maîtresse pour expliquer la situation et il ne s'est rien passé. Et donc, ce qui est très important, c'est de bien comprendre la différence, et surtout pour les familles qui, en fait, quand les familles viennent me voir, c'est comment arrêter une situation de harcèlement. C'est déjà par rapport à l'école, c'est la vie quotidienne de l'élève et donc c'est obtenir une réponse rapide. Donc, en fait, il y a déjà ce premier aspect qui est l'aspect obtenir une réaction de l'école et si le fait d'avoir pris rendez-vous n'a pas permis d'arrêter la situation de harcèlement, il faut passer à l'écrit. Donc ça, c'est vraiment un conseil pratique. Écrire effectivement au DAZEN en disant voilà, on a parlé de telle situation de harcèlement, il ne s'est rien passé, il faut que ça s'arrête très vite. Et c'est ce que disait aussi le psychiatre qui traite des cas de harcèlement. Plus ça va durer, plus ça va impacter l'élève. Donc la première action, c'est qu'est-ce qui se passe au sein de l'école, comme si un salarié effectivement est harcelé à son travail. À ce moment-là, l'école doit assurer la sécurité de l'élève quand il va dans son établissement scolaire. Et alors, ce qui est très important, et d'ailleurs on voit que c'est très récent, c'est que, d'ailleurs c'est à l'initiative du député Balanant, dans le Code de l'éducation, il a quand même fallu attendre 2019 pour que le harcèlement qu'il soit indiqué dans le Code de l'éducation qu'un élève quand il va à l'école, ne doit pas être harcelé. Et d'ailleurs, il y a une jurisprudence très intéressante là qui date du 7 mai 2021. Un juge administratif a dit voilà, c'est un droit, c'est une liberté fondamentale pour un élève de ne pas d'aller dans un établissement scolaire et de ne pas être harcelé. Et à ce moment-là, si l'établissement ne bouge pas, c'est même possible en référé d'obtenir des mesures. Donc on voit que déjà, il faut une action au niveau de l'école. Après, le pénal, si vous voulez, c'est une action alors qui va être plus longue et qui n'a pas le même objet que de faire cesser immédiatement la situation de harcèlement à l'école, éventuellement d'exclure le harceleur. Le pénal, c'est avant tout des interdits qui érigent la société pour punir et la victime va demander des dommages et intérêts, mais le but du pénal avant tout, c'est la société qui se défend à l'encontre de quelqu'un qui commet une infraction. Et moi, ce que je vois dans ma pratique, puisque je traite beaucoup de cas de harcèlement, c'est qu'en fait, on a des cas de harcèlement à l'école qui ne vont pas forcément relever du pénal. Le pénal, ça va s'adresser quand même à des cas qui sont quand même les plus graves. Et si vous voulez, quand vous avez des petites incivilités, qu'on va vous prendre votre cartable, qu'on va vous jeter dans les toilettes, votre trousse, etc., vous n'allez pas forcément aller au pénal. Par contre, on voit effectivement qu'il y a des cas au pénal qui ont défrayé la chronique avec des violences très graves, etc. Donc, c'est une chose... Alors, c'est pareil, le pénal, finalement, il a fallu attendre 2014 pour que le harcèlement soit puni pénalement, spécifiquement, mais avec une infraction générale de harcèlement moral. Mais c'est pareil, pour le harcèlement, que l'infraction pénale soit reconnue, il faut une dégradation de l'état de santé, etc. Et le but de moi, quand j'agis, c'est d'adopter une réaction assez rapide pour que justement ça n'aille pas jusqu'à la dégradation de la santé de l'enfant et que quand il y a une situation de harcèlement, dans sa vie de tous les jours, on demande au chef d'établissement ou à la maîtresse d'agir. Et le pénal, alors après sur la création d'une infraction spécifique, pourquoi pas, il y aura le côté, la peur de l'interdit, donc il y a déjà une infraction pénale, donc à la limite, c'est vrai que si on fait une infraction spécifique, ça permettra aussi, par rapport aux élèves, de parler de la peur du gendarme, de dire attention, cette infraction existe. Mais moi, je trouve que vraiment dans la pratique et dans les effets pratiques, notamment avec cette jurisprudence que je vous ai citée, c'est que surtout que dans le Code de l'éducation, maintenant, il y a un principe érigé qu'un élève ne doit pas être harcelé et que c'est une liberté fondamentale. Ça, je trouve que c'est encore plus novateur. Alors, je voudrais vous faire préciser ce point. Ça veut dire qu'avec cette jurisprudence, un enfant harcelé ou sa famille peut se retourner contre l'école, si j'ose dire, attaquer l'école en justice pour mise en danger d'autrui ? Non, alors là, on
le but, c'est pour la famille d'obtenir une réponse rapide d'action. Alors, en référé, le juge dit le droit, l'enfant a c'est une liberté fondamentale pour l'enfant de ne pas être harcelé et du coup de demander une réponse à l'autorité, donc à l'école, en termes de moyens, etc., pour avoir une action rapide. Il y a une exigence d'action. Je voudrais votre avis sur un des tableaux de jam que nous avons diffusé, une des questions sur à qui l'on s'adresse. Vous l'avez vu, hein, les jeunes, ils s'adressent à leur entourage, leurs copains, éventuellement le harceleur. L'idée d'aller vers les parents ou la direction de l'école est faible, alors l'idée d'aller devant un avocat spécialisé n'existe même pas. Il y a un plafond de verre là. Les jeunes victimes n'osent pas aller vers la société pour dire il y a un problème, réparez-le. Moi, je sais qu'au sein des établissements, souvent, l'infirmière est un lieu d'écoute et de parole qui est vraiment très important. Alors, des fois, il y a effectivement pas peut-être assez d'infirmières ou pas forcément. Mais je sais que moi, souvent, je dis à l'enfant voilà, d'aller voir éventuellement l'infirmière scolaire qui, du coup, peut aller voir les adultes au sein de l'école qui vont être les bons intervenants. C'est vrai qu'en fait, souvent, moi, quand les gens viennent me voir, c'est-à-dire que la situation est grave. Enfin, bien évidemment, le but de la famille n'est pas d'aller voir un avocat. La famille vient voir un avocat quand l'enfant devient phobique scolaire, ne veut plus aller à l'école, a des idées suicidaires et que rien ne se passe au sein de l'établissement scolaire et que l'enfant est en danger, donc soit ne veut plus aller à l'école, soit, enfin voilà, on est dans des cas très très graves. Enfin, on est dans des cas d'un tel dysfonctionnement qu'il y a un danger parfois même vital pour l'enfant qui, voilà. J'ai une question là de François, en lien avec cette idée que l'école doit agir. Un professeur qui ne signalerait pas un cas de harcèlement dont il serait informé, qui ferait l'autruche, est-ce qu'il peut être considéré comme responsable ? Je trouve qu'on ne cherche pas à définir. Enfin, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est d'obtenir une réponse. Alors, effectivement, tous les personnels de l'éducation nationale ont une obligation de signalement. S'ils ont connaissance d'un fait grave avec une mise en danger de l'élève, un danger de l'élève, etc., il y a une obligation de signalement. Mais on est plus dans comment obtenir une réponse. Moi, si vous voulez, d'un point de vue concret, si on signale quelque chose et qu'au bout de, on va dire, 8 jours, il ne s'est rien passé, il faut passer à l'écrit. Effectivement, le fait que ce soit une priorité nationale, ça permet finalement en allant voir au-dessus au niveau du DAZEN, en disant voilà, il se passe une situation de harcèlement, il faut une réponse. Moi, je sais que ma priorité, c'est une action avec une réaction de façon urgente au sein de l'établissement scolaire. Et c'est d'ailleurs la différence avec le pénal, parce que le pénal, une enquête de police, ça va prendre des fois 3, 4, 6 mois. Des fois, les responsables vont être jugés 1 an après. Et donc, on voit bien la dualité d'action. Voilà. Nécessaire. Justine, ça vous va comme nouveauté, c'est-à-dire que c'est jurisprudence de l'action immédiate requise auprès de l'école ? Alors, si Valérie fait référence à la même jurisprudence à laquelle je pense, il faut quand même retenir l'urgence. Il faut que l'urgence soit caractérisée pour qu'il y ait... et je dois dire, je crois que ça n'a pas été retenu là. Donc, on a quand même une difficulté, c'est-à-dire que malheureusement, on est obligé d'attendre qu'il y ait vraiment des faits graves à l'encontre de l'enfant pour qu'on puisse utiliser ce référé qui soit justifié. Donc, on n'est pas assez tôt pour moi là-dedans. Maintenant, pour autant, c'est vrai que c'est très important. Là où moi je pense qu'il faut responsabiliser les professionnels de l'école, malgré tout, parce que, pas pour qu'ils soient condamnés, pour qu'ils aient peur de l'être éventuellement et qu'ils c'est toujours pareil. On n'est pas, effectivement, aucun de nous, je pense, dans la répression. Personne ne l'en veut. Mais il ne faut pas de défausse non plus. On veut juste que les règles, comme vous disiez, une règle, elle est assortie d'une sanction si on ne la respecte pas. Mais personne n'a envie que personne ne la respecte et donc de sanctionner. La règle, elle est là pour justement qu'on ait tous conscience du fait qu'il faut la respecter. Malheureusement, c'est quand l'être humain est ainsi fait. Et donc pour ça, moi, je trouve qu'il manque quand même d'outils pour responsabiliser franchement et sérieusement les professionnels de l'éducation nationale, tous, hein, pas que les professeurs, tous, pour qu'effectivement, ils se sentent obligés, contraints, ils se sentent défaillants s'ils ne prennent pas en compte une situation et qu'ils ne la règlent pas rapidement. Parce que ce que je vous disais par rapport aux réseaux sociaux, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on arrive quand même, quand on signale un problème sur le réseau social, à faire cesser le harcèlement en ligne plus vite que ça n'est le cas quand c'est signalé dans une école. Et ça, c'est grave. Erwan Balanant, ça vous va, cette implication ? Non, mais moi, de toute façon, on est en phase. Hein. Moi, évidemment, et Mme Piot l'a dit, le temps du pénal, ce n'est pas le temps de la discipline scolaire ou le temps de la vie scolaire même, parce qu'avant la discipline, il faut même que ce soit la vie, et M. Debardieu a raison, c'est un combat, il faut que ça soit la vie de tous les jours, et c'est ça que moi je souhaite, c'est-à-dire que cette question soit centrale dans notre politique publique et dans la politique éducative, c'est-à-dire que ça soit une école de la bienveillance où on s'écoute et que dès qu'il y a des tensions, on les règle, et plus vite on les règle, et plus vite elles disparaissent. Donc, et c'est important. Mais moi, je crois que la question de la définition
d'un droit à la scolarité sans violence et sans harcèlement scolaire, c'est ce qu'il faut faire. Il y a eu une première version, c'est un amendement pendant la loi de l'école de la confiance que moi j'avais proposé, qui s'est arraché au dernier moment. Il y avait une réticence très forte de l'éducation nationale jusqu'au dernier moment, et c'est un effet d'hémicycle où j'ai réussi à retourner la question. Mais ça, c'était une première version, et je pense qu'il faut améliorer cette définition, et surtout il faut la remettre là où je l'avais mise initialement. Les sénateurs l'avaient déplacée, comme quoi les sénateurs font parfois des bêtises, c'est de la mettre en haut du code de l'éducation, pour que ça emporte toute l'éducation. Est-ce qu'on a déjà une idée des chiffres, de nombre d'enfants qui ont été condamnés pour harcèlement ou pour violence? C'est Camille qui pose cette question. C'est aussi pour ça que moi je souhaite qu'il y ait un délit spécifique. Pour qu'on puisse le mesurer. Pour qu'on puisse le mesurer. Parce que le harcèlement moral tel qu'il est défini n'est pas tout à fait le même que le harcèlement scolaire et le harcèlement entre pairs. C'est un petit peu différent. Par exemple, effectivement, il faut qu'il y ait une dégradation psychologique ou physique, et je pense qu'il faut qu'on travaille pour que ça soit un peu différent. Et c'est pour ça qu'il faut un délit spécifique. Éric de Barbieux, cette évolution avec une loi, avec des jurisprudences, avec une juridicisation, un progrès du droit, ça vous convient ou finalement ce n'est pas la voie que vous auriez préférée? Alors, très vite, c'est nécessaire, bien sûr. C'est pas aussi neuf qu'on le dit. C'est-à-dire que, bon, moi, je me rappelle de la loi pour l'école de la bienveillance, qui avait été portée par Vincent Payon. J'avais beaucoup bagarré à l'époque, et contre son directeur de cabinet d'ailleurs, pour inclure le droit justement à une école sans harcèlement, une scolarité sans harcèlement. Il y a eu la loi d'août 2016-2017, qui avait été portée par Najat Vallaud-Belkacem, qui fait très clairement la possibilité de pénaliser lourdement les questions de harcèlement au milieu scolaire. Mais la recherche montre que les pays qui ont une législation très rude là-dessus n'ont pas pour autant jugulé le phénomène. Mais pourquoi ? Parce que peut-être aussi qu'on a là une erreur fondamentale de point de vue, c'est qu'on considère le harceleur. Or, le harcèlement n'est pas un phénomène où il y a un harceleur et un harcelé quelque part. C'est quelque chose qui est beaucoup plus en groupe, et où il s'agit d'un travail entre nous qui nous soudons en tant que groupe d'efforts, contre un ou une faible. Avec presque un jeu de rôle, quelque chose qui a l'air de l'ordre du rituel. C'est une manière de réaliser de l'identité de groupe. C'est-à-dire que, si vous voulez, tout à l'heure vous disiez les faibles. C'est intéressant. Ça veut dire qu'on reporte quelque part sur une faiblesse de la victime la responsabilité. C'est très, à mon avis, dangereux. C'est-à-dire qu'on dit, en quelque sorte, c'est de la faute à la victime, t'as qu'à pas être faible, renforce-toi, t'as qu'à frapper les autres, quoi. C'est quelquefois des choses que j'entends, moi, de certaines familles. Or, c'est extrêmement dangereux. C'est comment on essaye d'éviter justement cette construction groupale d'une identité contre un élève. Alors effectivement, ça se passe très tôt, attention à ça. Plus vous punirez, plus les forts se sentiront forts. Parce que plus, et là je parle en particulier de la manière dont les garçons et la domination masculine, ou la domination de genre, tout simplement, contre le féminin se construit, qui est, plus je suis puni, plus je suis un mec. Plus je suis puni, plus j'en ai. Donc quelque part, on est dans une naïveté complète, mais une naïveté complète quand on pense uniquement en termes répressifs. Ça ne vaut pas que pour l'école d'ailleurs. Je vais redonner la parole à Erwan Balanant, mais je voudrais une réaction de Jean-Luc Martinez. Je vous voyais approuver les propos d'Éric de Barbieux. J'ajoute la question ou la suggestion de Nathalie qui dit oui, mais souvent, paraît-il, les harceleurs, ce sont d'anciens harcelés. Alors est-ce que la punition a un sens quand on est une victime devenue coupable ? Non, je suis assez d'accord sur le fait que ce n'est pas la punition qui peut inhiber, et ça peut, au contraire, comme vient de le souligner M. de Barbieux, potentialiser quelque chose. Je crois qu'en fait, la lutte, elle doit être contre la banalisation. Alors, si on se met dans la perspective d'un adolescent, qu'est-ce qu'il voit ? Il regarde la télé, il voit le monde, il voit ce qui s'y passe, il vit dans une communauté, il côtoie des adultes, ses professeurs, ses éducateurs, etc. Et il a une famille. Donc, l'idée, c'est que dans ces différentes strates, la banalisation, enfin en tout cas la prise en compte effectivement de ce phénomène soit suffisamment sérieuse pour que à chaque niveau tout le monde puisse réagir rapidement. Et on sent qu'il y a un manque de lien finalement entre ces différentes strates. L'idée finalement de faire des lois, c'est quand même l'idée de dire c'est sérieux, attention. C'est quelque chose qui est interdit, qui fait beaucoup de mal et qui a une agression directe. Après, il y a effectivement tout le travail au niveau de l'éducation nationale où là, c'est pas forcément la répression. Il faut prendre du temps, il faut essayer de comprendre.
En général, effectivement, c'est un enfant qui va mal, qui se retrouve à l'infirmerie, qui vient moins souvent à l'école. Il n'arrive pas en disant bonjour, je suis harcelé. On le voit de façon complètement indirecte. Et donc, il faut pouvoir, à ce moment-là, effectivement, repérer quelque chose, prendre le temps d'évaluer une situation, de mobiliser les parents, de mobiliser des professionnels de santé. Enfin, voilà, c'est une sorte d'état d'esprit qui consiste effectivement à se rendre disponible pour pouvoir repérer l'histoire, quoi. Comment on lutte contre l'effet de groupe? Comment on convainc une victime de ne pas s'installer dans sa position de victime parce que le groupe l'a désigné comme victime? Mais le problème, c'est que quand il s'en rend pas compte de suite, c'est ça toute la difficulté. C'est qu'il se sent coupable la plupart du temps. Et il a honte de ce qu'il vit. Donc, c'est une fois qu'il a repéré que quelque part, il était dans quelque chose qui était injuste et qui pouvait être reconnu par les autres, on est déjà dans la sortie, quoi. On est déjà dans la possibilité, effectivement, d'une réparation. Tant qu'il le vit en le vivant pour lui, en quelque sorte, comme une exclusion et comme étant responsable, quelque part, de ce qu'il est en train de vivre, il n'a pas la possibilité de l'interpeller. C'est à nous, c'est-à-dire aux adultes, de repérer qu'effectivement il y a souffrance et de décoder le fait que cette souffrance est en rapport avec un harcèlement en milieu scolaire. Erwan Malanan, comment une loi peut contourner ces difficultés? C'est pas un harceleur, c'est un groupe, il y a une sorte de distribution des rôles, c'est pas simple pour le législateur. Non, mais parce que là, on sort de questions du législateur. C'est plus les questions du législateur, et M. Debardieu et M. Martinez ont raison, c'est des questions de pédagogues, de psychologues. Et mais de juges aussi qui devra appliquer cela. Oui, mais c'est un autre sujet. Mais moi, je le redis, le code pénal, c'est le code des interdits de la société. Mais c'est aussi le code de la peine, et c'est pour ça qu'il s'appelle code pénal. Mais ce n'est pas sa fonction première. Sa fonction première, c'est de définir l'interdit. Après, évidemment, la punition, c'est pas... On sait très bien que la punition ne fonctionne pas sur la question du harcèlement dans de nombreux cas. Elle doit exister, mais pas forcément être appliquée. Ce qui marche, c'est le dialogue que l'on peut réinstituer entre des enfants. Et c'est par exemple la méthode de la préoccupation partagée qui fonctionne plutôt bien aussi, où les enfants sont... Voilà, il y a plein de choses qui fonctionnent, vous allez en parler après, et ça, il faut l'accompagner. Mais moi, je le redis, j'ai cette conviction que dans une société, il faut avoir quelques interdits. Et définir un interdit, ça permet de mener une politique public qui va de la prévention jusqu'à l'accompagnement ensuite des victimes et des auteurs. Justine. Oui, je voulais juste dire une chose parce que c'est assez douloureux pour les victimes qu'on passe leur temps à leur dire il faut parler, il faut se dire, il faut résister au groupe, etc. Et tout. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Sinon, elles ne seraient pas dans cette situation de victime. Donc arrêtons de trouver des trucs qui sont des trucs en plus parce que ça ne marche pas, pour permettre aux victimes de parler. Ce n'est pas à elles de faire l'effort, etc. C'est aux autres, tous les autres. La chance qu'on a, c'est malheureux pour les victimes, mais c'est que les victimes, elles sont minoritaires. En fait, on va le redire, 12-15%. Donc en fait, c'est une responsabilité collective des 80 autres % de la société, des enfants, etc., d'être là pour, quand on est témoin, réagir, aller vers la victime, l'accompagner, la soutenir, et évidemment ne pas lui lâcher la main et que les adultes ne soient pas défaillants, etc. Donc les parents qui nous écoutent là peut-être, etc., qui vont tous se dire mon enfant est victime, mon enfant est victime. Moi, je leur dis toujours aux parents, votre enfant est victime, c'est dramatique. Mais dites-vous bien que statistiquement, votre enfant a plus de chances de ne pas être victime, heureusement, mais d'être dans les 80% qui vont être témoins ou tenter d'être auteurs une fois, deux fois. Donc élevons tous nos enfants comme des citoyens qui vont potentiellement plutôt être témoins. Apprenons-leur à ne pas supporter ces phénomènes, à ne pas y participer, à les dénoncer, à réagir, à ne pas être des héros parce que ça fait peur, mais à aller trouver des... Et effectivement, il faut bien évidemment qu'on construise une société avec des interlocuteurs, etc. Voilà. Mais ça, c'est important de le dire parce que sinon, on tourne en rond et on n'arrive pas à résoudre le problème. Nathalie nous signale que parfois l'inspection académique peut rendre les choses compliquées. C'est le sentiment que vous avez sur le terrain ? En tout cas, c'est le sentiment, je pense que nous remonte tous. Le terrain, comme on dit, c'est-à-dire c'est quoi le terrain? C'est les familles. C'est les familles, c'est les parents, c'est les élèves qui sont confrontés effectivement à des problèmes et qui sont confrontés, et ça Valérie Piot l'a souvent dans sa pratique, qui sont confrontés à effectivement une institution, parce que l'académie c'est une institution qui peut-être est trop éloignée du terrain, parce qu'elle est déjà un peu éloignée du terrain, l'académie là où elle est, qui a du mal à faire effectivement le lien avec des méthodes, des politiques, qui n'a pas envie d'avoir des ennuis supplémentaires. Et qui n'a pas envie, qui a un référent harcèlement en général qui est responsable, mais ça lui arrive de très loin, qui n'a pas forcément le temps de faire ça parce qu'il est référent harcèlement comme X autres cas
casquette qu'on lui a rajouté, le pauvre, et qui donc traite les problèmes avec déjà 15 jours de retard alors qu'il devrait les prendre en 48 heures. Et tout ça, ça rajoute du temps alors qu'on est bien conscients tous qu'on est dans un problème de temps, puisque le harcèlement, c'est la répétition de violence. Il y a un travail au niveau du rectorat à appliquer. À tous les niveaux, oui. Valérie Piot, si on cherche une instance un peu solennelle, pourquoi ne pas créer une sorte de tribunal scolaire comme on a les prud'hommes pour le travail? On a que les conseils de discipline auxquels plus personne ne croit maintenant, parce qu'on voit bien qu'à l'intérieur de l'établissement, c'est quelque chose d'un peu désuet. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer une magistrature spécialisée? Alors, moi, je suis pour, effectivement, que de toute façon, le conseil de discipline ne se passe pas au niveau de l'établissement parce qu'on a un problème d'objectivité, puisque le chef d'établissement, il est à la fois enquêteur, il est à la fois procureur, puisque c'est lui qui demande éventuellement l'exclusion, il est à la fois juge, puisque c'est lui qui va statuer. Donc, moi, de façon générale, et d'ailleurs, on en parle, c'est un peu un serpent de mer, il vaudrait mieux que les conseils de discipline soient finalement externes à l'établissement scolaire avec des gens plus objectifs. Par contre, multiplier les organes, je ne suis pas sûre au sein de l'école. Moi, je sais que le droit, je suis avocate, mais c'est une protection contre l'arbitraire. Et le fait, effectivement, pour moi, ce qui est fondamental, c'est que dans le code de l'éducation, il soit clairement dit que personne ne doit venir à l'école en étant harcelé et personne ne doit avoir peur en venant à l'école. Et après, qu'il y ait aussi dans le code pénal une infraction spécifique qui parlera par exemple d'une dégradation de la santé, mais aussi une dégradation des résultats scolaires. Parce que moi, je sais que des fois, les familles, finalement, ont connaissance du harcèlement parce que ça passe par un très bon élève, par exemple, qui va avoir une chute des résultats. Donc, c'est vrai qu'affiner une infraction spécifique avec les spécificités scolaires, pourquoi pas? Et c'est par rapport à votre question des adultes qui voient, il faut savoir que quand même, il y a des études, alors ça, monsieur de Barbieux vous le dira mieux que moi, mais quand même, souvent, à la base, dans une situation de harcèlement, il va y avoir aussi un défaut de surveillance des adultes autour, puisque ça se passe dans la classe, ça se passe dans la cour. Donc, le fait de responsabiliser et les élèves avec les risques de sanctions et aussi les encadrants par un cadre, moi je trouve que plus on sait ce qui est interdit, autorisé, plus ça pacifie et plus pour le bien vivre ensemble. Et voilà. Et donc, je pense que ça va dans le bon sens, qu'on ait un cadre très carré. Et je trouve qu'il y a quand même, entre les effets d'annonce de dire oui, c'est une priorité nationale et la réalité pratique, bon, moi c'est vrai que je vois les dysfonctionnements. Effectivement, il y a déjà tout un arsenal, mais qui malheureusement est assez mal mis en pratique. Je vais donner la parole au député après. Et Éric de Barbieux, on a parlé du phénomène des victimes et de la stabilité de ce phénomène depuis plusieurs années. Juste autour, vous avez constaté la même stabilité de l'aveuglement, si j'ose dire, ou est-ce que quand même, dans la prise de conscience, dans l'immédiat entourage, parents, enseignants, là en 10 ans, ça a beaucoup changé? Oui, ça a beaucoup changé. Mais à l'école aussi, je crois qu'il y a plutôt, non pas un manque de prise de conscience, mais plutôt un sentiment d'impuissance qui est difficile à gérer pour les adultes des établissements scolaires, mais aussi peut-être parce que justement on segmente trop, on a trop de tuyaux d'orgue. C'est-à-dire, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de l'infirmière scolaire, bien sûr que c'est une des personnes de recours essentielles, mais un, il n'y en a pas partout, deux, elles ne sont pas toutes formées à ça, et trois, l'enfant qui a envie de parler n'a pas envie forcément de parler à l'infirmière scolaire. Non, je voudrais quand même juste ajouter un petit quelque chose sur ce qui avait été dit tout à l'heure par rapport, et tout à fait d'accord avec ce que Justine disait là-dessus, par rapport à la parole des victimes. Bon, moi j'ai des chiffres aussi. La dernière synthèse que j'ai faite, c'était quand même sur un échantillon de 42 000 élèves du CE1 au BTS, donc c'est pas trop mal. Et on voit que la moitié des victimes n'en parlent pas, à personne, même pas à des copains. Mais quand même majoritairement, c'est plutôt ceux qui en parlent à leur entourage de père ou à leur famille. Assez peu aux adultes de l'établissement scolaire. Et ce n'est pas un reproche à faire à l'établissement scolaire, c'est une réalité. Quelles sont les personnes proches en qui j'ai confiance, c'est comme ça. Ça va varier avec l'âge aussi, il y a tout ça. Mais tout à fait d'accord, il faut faire attention. C'est pas simplement on va encourager la parole, il faut que tu parles, il faut que tu... Quelque part, on va reculpabiliser. N'oublions jamais que le harcèlement, c'est une violence. Et que la violence, c'est quoi? C'est la loi du plus fort qui va avec la loi du silence. Ils ont peur de parler, il ne faut pas l'oublier. Ils ont peur aussi de parler, peur et honte. Donc ça, je pense que c'est aussi, oui, une question de psychologue, une question de pédagogue qui vient bien au-delà de la question du pénal. Jean-Luc Martinez, comment on peut dire à un enfant de ne pas avoir peur de parler, si possible lui dire avant qu'il soit harcelé? C'est effectivement par l'absence de banalisation, mais je le disais tout à l'heure, les enfants, c'est souvent des enfants vulnérables aussi, c'est souvent des enfants qui
qui justement sont déjà dans une certaine difficulté à pouvoir s'exprimer ou à s'affirmer, qui ont une singularité relationnelle qui est repérée par les autres et qui justifie pour les autres cette stigmatisation. Et Maurice nous dit ils ont peur en parlant aux adultes que ça envenime les choses. C'est-à-dire l'adulte qui va être maladroit et ça va décupler les harceleurs. Oui, il y a une espèce de peur que la réaction les dépasse. Enfin, voilà. Donc, on pourrait imaginer qu'il y ait des structures de soins de secteur, en quelque sorte, qui développent un petit peu du temps ou des antennes qui pourraient recevoir rapidement, effectivement, un enfant ou un adolescent qui, dans une école précise, qui pourrait ne pas aller bien. Je pense que là, il y a vraiment un travail de réseau à faire. C'est vrai que nous, on est souvent en lien avec les infirmières ou même les psychologues scolaires. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est quand même les premiers alertés. C'est quand même eux qui, en général, alertent la famille, conseillent de prendre rendez-vous ou même nous sollicitent directement, quoi. Oui, juste, moi j'ai une petite nuance sur il n'y a pas que les plus faibles ou ceux qui ont des problèmes de communication qui se font harceler. Parfois, c'est le bon élève. Hein. Moi, ce que j'ai vu, c'est très protéiforme en réalité. Mais ce qu'on voit, c'est souvent la différence qui fait qu'il y a un début de harcèlement. Parfois. Et le très bon peut parfois être aussi harcelé alors qu'il a des capacités orales, il est très fort. Donc, attention à ça. Bon, après, moi je le redis, et Madame Piot Maître Piot l'a bien spécifié, la question du harcèlement moral et du harcèlement scolaire, il y a une différence. Le harcèlement moral, on a retenu la détérioration physique, psychologique, voilà. Mais dans le harcèlement scolaire, il faut rajouter la dégradation des conditions d'apprentissage. Et moi, ce que j'ai envie de rajouter en plus, c'est quelque part la dégradation de la confiance que l'on a en la société. Le harcèlement scolaire, ça détériore la confiance que l'enfant a de lui, des autres, de l'institution scolaire et au bout du compte de la société. Et c'est ça que je trouve dramatique. Justine, deux questions qui nous arrivent là. Est-ce que, nous dit Jordan, les municipalités sont un interlocuteur? Évidemment. Mais bien évidemment, d'abord les municipalités, elles ont en charge l'école, au sens l'école primaire, le scolaire, donc elles sont effectivement le premier interlocuteur. Et d'ailleurs, pour beaucoup de familles, elles sont un interlocuteur beaucoup plus naturel, hein, quelque part, et de confiance. Et est-ce que les élèves, nous demande Clémence, savent quoi faire, qui avertir, c'est-à-dire le numéro 3018, si je me souviens bien? Les élèves l'ont en tête, il y a des affiches dans les collèges? Il n'y a jamais assez, mais tous les numéros qu'on a sur d'autres sujets, on sait qu'il faut qu'on communique au quotidien en permanence, parce qu'effectivement, la victime, le jour, elle a besoin, elle n'a peut-être pas vu la semaine d'avant le numéro, il faut qu'elle l'ait en tête. Voilà, donc on a besoin de la diffusion permanente dans les écoles, sur Internet, dans les lieux d'accueil, dans les mairies, etc., pour qu'ils sachent effectivement être beaucoup présents sur Internet, parce que c'est là où sont les jeunes, et on est tous d'ailleurs, encore plus depuis un an qu'avant. Donc oui, c'est important, ça, on a besoin de faire des efforts constants là-dessus. Écoutez, on est arrivé au terme de la première table ronde. Je suis censé faire une synthèse, j'ai plus beaucoup de temps, mais ça va être très simple. Le phénomène est là, il perdure, il ne s'aggrave pas forcément. Le numérique n'a pas été une nouvelle énorme dimension, mais change un peu l'approche. Et il y a des tas de pistes de solutions. Des tas de pistes, que ce soit du côté du droit, de la pratique, des interlocuteurs. Mais ça va être le sujet. On va rentrer dans les détails de notre deuxième table ronde, donc dans un quart d'heure maintenant. Merci à vous pour votre attention et merci surtout à nos 5 intervenants pour la clarté et la précision et la détermination de leurs propos. Merci à tous. Merci.